Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, un peu rouillé. Voici une semaine que je ne me suis pas retrouvé devant cet objet qui ne réagit jamais, ma webcam. Mais cet objet qui ne réagit jamais vous fait parfois réagir. Et cet objet qui ne réagit jamais me transforme et me faisant apparaître sans arrêt, me fait disparaître en quelque sorte pour utiliser une formule d'Éridienne. Alors voilà, j'ai passé une semaine dans les cantons de l'Est et j'en ai profité pour lire beaucoup, me baigner, me balader, méditer, réfléchir un peu plus qu'à l'accoutumée, je dirais. Et je vais vous montrer les livres que j'ai lus et sans doute certains d'entre eux, je vais vous en entretenir dans les prochaines vidéos. J'ai poursuivi mes lectures, Sébastien Lapac, celle-ci très importante. Alors, deux personnes m'ont accompagné lors de mes randonnées sur les chemins de campagne. Georges Bernanos et Jacques Derrida, deux figures en quelque sorte aux antipodes d'une certaine manière, mais je vous démontrerai qu'au fond, ils ont des points communs, ces deux hommes-là, dans leur radicalisme. Très important en vieillissant de devenir radical, selon moi. Alors voilà, celui-ci, un bel essai consacré à Bernanos. L'album La Pléiade consacré à Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, que je lis depuis l'adolescence, alors de revoir sa vie avec des images inédites, eh bien ça m'a enchanté, ça m'a permis de refaire un voyage dans ma propre enfance. C'est ce qui nous arrive, nous, lecteurs vieillissants. Nous relisons des livres pour nous relire en quelque sorte, pour y retrouver des traces de ce que nous avons été et d'y déceler aussi en germe ce que nous serons. Et je m'aperçois qu'au fond, je suis resté fidèle à cet idéal-là de Cendrars, celui de voyager beaucoup, beaucoup par l'imagination. Celui-ci, Retour à l'origine, itinéraire d'un naturaliste zen de Jacques Brosse. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de réserves. Surtout, la fin, j'ai eu le sentiment que Jacques Brosse, se désolant de ne pas avoir eu une formation philosophique poussée à cause de la guerre, eh bien, se reprend dans les dernières pages et nous assène, en quelque sorte, un pensum de ses lectures. Ce n'est pas inintéressant, mais il y a comme une rupture de ton. Tout le long du livre, c'est très autobiographique. L'ouvrage est ponctué de photographies de lui-même ou de sa compagne, une poète. Et, et après ça, pouf, tout à coup, il nous entretient de considérations sur Plotin. Pardon. Plotin, vous savez c'est qui Plotin? Si vous ne le savez pas, allez vérifier. C'est facile maintenant. On peut avoir toute l'information disponible. Alors, et là, tout à coup, ça devient très didactique. Il y a une rupture de ton et étonnamment aussi, les photos très, très privées, eh bien, malgré ces digressions plotiniennes, eh bien, elles se poursuivent. Il continue de nous offrir des images de sa propre vie, sans lien aucun avec ses réflexions. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me disais, je comprends sa désolation de ne pas avoir eu une formation philosophique plus poussée, mais enfin, ce n'est pas là où il est intéressant, Jacques Brosse. C'est dans sa quête de spiritualité, zen, vous l'avez compris, et dans ses relations qu'il a eues, entre autres, avec Henri Michaud. Michaud qui a très mal pris, en fait, qui a pas accepté
qu'il ait lui-même, Jacques Brosse, consacré un ouvrage sur ses expériences hallucinogènes. Et Michaud en a pris ombrage et a rompu silencieusement avec Brosse. Aussi ses relations avec Gaston Bachelard, ce maître de lecture. Gaston Bachelard qui faisait son miel de tout. J'ai lu ici aussi Sébastien Lapaque, et celui-là, je ne l'ai pas vraiment aimé, pour vous dire. Je l'ai terminé, c'est pas un grand exploit, c'est un recueil de quelques pages à peine que j'ai lu en presque quelques minutes, consacré à François d'Assise. À partir de ce fait qu'en 2008, à Assise, les autorités municipales ont interdit la mendicité. Ce qui ne manque pas d'ironie, comme nous le rappelle. Mais encore là, j'ai trouvé que ce livre-là était trop plein de bons sentiments. Ça m'a agacé. Alors, je l'ai quand même terminé. Pas un grand exploit. Le premier tome, au hasard et souvent, de Sébastien Laplaque. Lapaque. Et toujours intéressant. Des lectures instructives. Et il revient également souvent sur Georges Bernanos. Je vais revenir dans les prochains jours sur ce livre et celui qu'il a consacré à Georges Bernanos. Et enfin, ceci de Benoît Peters, la biographie, non pas intellectuelle, il s'en défend, consacrée à Derrida. Il s'en défend, mais j'aurais souhaité qu'il ne s'en défende moins et qu'il nous offre un peu plus une biographie plus intellectuelle de Derrida. J'aurais souhaité avancer dans ma compréhension de la pensée de Derrida. J'ai toujours le sentiment de n'avoir fait que la circonscrire, mais enfin, j'ai le sentiment que de l'avoir abordée par les rivages, que je n'y suis pas entré dans la forêt, que je n'ai fait que décrypter ici et là des signes à l'orée de cette forêt de livres, cette bibliothèque qu'a écrit Derrida, parce que Derrida a écrit près de 80 livres. Alors, c'est plusieurs tablettes ici. Et je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, mais curieusement, cependant, j'ai eu l'impression de mieux comprendre la démarche de cet ami, le philosophe et psychanalyste, Michel Peterson. Et là, j'ai reconnu dans l'ouvrage de Benoît Peters, j'ai reconnu des signes dans la pensée, des traces dans la pensée de Michel Peterson et une sorte de filiation qui m'a plutôt enchanté. Alors, grâce à une biographie, non pas intellectuelle, mais une biographie oblique, j'ai pu, de manière également oblique, envisager ce qu'a pu être le parcours, la démarche de Michel Peterson. En d'autres mots, Benoît Peters m'a servi d'intercesseur via cette biographie pour appréhender un peu mieux et mieux saisir, et comme je l'ai écrit, en être saisi, littéralement, la pensée et la démarche de Michel Peterson. Alors voilà, une semaine studieuse, semaine de vacances studieuse. Vous avez pu le constater, je bronze, mais je ne bronze pas, idiot. Je bronze intelligemment. Mais bon, bronzer, une activité postmoderne, n'est-ce pas? Je pense que le temps du bronzage achève. Mais je vais quand même conclure cette petite vidéo avec une réflexion. Je ne sais pas où je l'ai lu ou si je l'ai entendu. Je n'arrive pas à retrouver la source. Mais enfin, ça m'a beaucoup inquiété. Parce qu'évidemment, c'est assez clair pour moi que peu à peu, nous glissons dans une démocratie totalitaire dont
les maîtres d'œuvre de cette démocratie totalitaire, dont les planificateurs sont les Américains. Et ce que j'ai lu ou entendu concernait le rapport de la politique culturelle américaine avec les autres cultures planétaires. Les Américains ne souhaitant pas, semble-t-il, coloniser tout à fait les autres cultures, mais plutôt voulant les protéger. Oui, ça peut être assez étonnant ici. Au fond, les Américains souhaiteraient protéger, par exemple, les diverses cultures qui existent sur le continent européen. Pensons, par exemple, ici aux Français, aux Italiens ou aux Allemands. Ils ne souhaitent pas tout à fait les coloniser, mais les garder comme un vivier où ils pourraient, pour bonifier la leur, aller puiser le moment venu. Alors, vous imaginez un peu, au fond, l'exception française, dont s'est tant réclamé les socialistes, premier mandat, eh bien, finalement, au fond, ferait l'affaire des Américains. Et cette exception française, ils l'auraient appliquée à toutes les autres cultures, considérées comme étant des viviers venant vivifier leur propre politique culturelle. Alors, autrement dit, pour employer une métaphore sportive, eh bien, les diverses cultures planétaires seraient des filiales, des clubs-écoles de la culture américaine, et ses meilleurs artistes, une fois qu'ils seraient reconnus et acceptés par la culture mainstream américaine, eh bien, viendraient en quelque sorte apporter un sang neuf, un sang nouveau à cette hégémonie culturelle américaine. Voilà. Voilà une idée absolument inquiétante, mais qui d'une certaine façon m'apparaît logique. Les Américains ont besoin de l'innocence des autres. Eux, ils l'ont tout à fait perdu, cette innocence. Ils l'ont perdue à Pearl Harbor. Enfin, ça vous le savez. Et ils l'ont définitivement enterré sous les décombres des deux tours jumelles. Voilà. Ils l'ont tout à fait enterré et là, ils ont compris qu'ils étaient aux commandes, définitivement, du sort de la planète et que les autres peuples, eh bien, étaient maintenant assujettis à leur empire. Nous sommes tous des sous-Américains. Alors, réfléchissons maintenant. La planète est devenue une province américaine et les diverses cultures qui la composent sont un vivier servant à maintenir vivant et à régénérant par un sens nouveau l'empire culturel américain. Voilà à toutes ces choses auxquelles j'ai réfléchi en me baladant sous un soleil de plomb dans les Appalaches québécoises. Alors merci, vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Merci et bonne journée.